Yorana à toutes et à tous, Yorana, chers amis internautes, et bienvenue ici sous le chapiteau de la présidence pour cette toute première édition du Tekai. Nous sommes ici pour parler des métiers du tourisme aujourd'hui et surtout de l'art culinaire polynésien. Et on va voir qu'il y a énormément de richesses ici et de valeurs. Et pour en parler, on a l'immense honneur sur l'invitation du président de la Polynésie, Moetai Brotherson, de recevoir le grand chef Thierry Marx. Il est ici avec nous. Yorana, Thierry, Yorana. C'est la première fois que tu viens au Fénois ? Première fois, oui, alors c'était un rêve d'enfant de venir ici. C'est vrai ? Et avec cette merveilleuse invitation du président, eh bien, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de partager ces instants bonheur finalement entre vous et moi. Eh ben super. Est-ce qu'en quelques mots, pour nos internautes et pour les élèves, tu pourrais te présenter ? Je suis ce qu'on appelle un cuisinier, un artisan. Je suis évidemment chef de cuisine, executive chef comme on dit, et aussi chef d'entreprise parce que il faut faire grandir un peu son activité. Voilà en quelques mots, je ne vais pas vous donner mon âge et ma date de naissance, mais ça va gêner tout le monde, surtout moi. Mais voilà, je viens du monde de l'artisanat et ça c'est un immense honneur pour moi de représenter l'artisanat de mon métier et des métiers de l'alimentation. Mais je trouve que partager ça avec les enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Eh ben merci d'être avec nous en tout cas. Moetai, Monsieur le Président, Yorana, merci, merci d'avoir pu créer, mettre en place et qu'on puisse voir naître ce premier Tekai 2024 avec des invités d'honneur et de prestige. L'objectif, c'est de mettre en valeur aussi les richesses qu'on a ici en Polynésie. Oui, on a chez nous des produits d'exception. D'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et à tout hulu. Moetai. Alors, qui parmi vous aime manger? Voilà. Une fois qu'on a répondu à cette question, on a répondu à toute une partie de l'intérêt de cette journée. Je crois qu'il n'y a personne dans le monde qui n'aime pas manger. Et manger, c'est un acte social, c'est quelque chose qui nous réunit. Quand on a des invités à la maison, on les reçoit autour d'une table et on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc, moi, j'ai rencontré Thierry Marx à Paris, au Sénat, lors d'un colloque sur l'alimentation. Et sa façon de voir les choses autour de la cuisine, autour du bien manger, autour des bons produits et des savoir-faire, et également de faire de la cuisine un outil d'inclusion. Parce que vous le verrez dans les séquences qui vont suivre. Finalement, on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique pour devenir cuisinier. Mais pour autant, la cuisine, c'est une vraie alchimie. C'est de la magie, ça a été dit. Et les techniques qui sont transmises depuis des générations et des générations, depuis des millénaires pour certaines cultures, arrivent jusqu'à nous, jusqu'à vous. Et il faut savoir s'en saisir pour enrichir notre façon de cuisiner. Les cuisines sont faites pour se rencontrer, c'est comme les gens. Elles voyagent, elles se rencontrent, elles se marient avec plus ou moins de bonheur. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour que vous ayez l'occasion de rencontrer ces gens extraordinaires et pourtant si normaux, j'allais dire. C'est des gens comme nous, comme vous, qui ont des parcours de vie tous uniques. Et donc vous verrez que derrière ces métiers de la table, il y a d'autres métiers qui se profilent et qui s'offrent à vous. Vous pouvez devenir producteur parce qu'on a besoin de bons produits. Vous pouvez devenir formateur, vous pouvez devenir pêcheur. Il y a tellement de métiers. Et puis on peut être cuisinier et ensuite s'orienter vers l'hôtellerie. Parce que quand on aime faire à manger, ça veut dire qu'on aime recevoir. Et recevoir, c'est aussi le principe de l'hôtellerie. Voilà, donc cette journée, elle est pour vous. Elle n'est pas pour nous, elle est pour vous, les jeunes. Et je salue ceux qui nous suivent à distance. Et donc j'espère que vous apprécierez ce que vous allez vivre pendant toute cette matinée. Maruru. Maruru à vous, on n'en a aucun doute en tout cas. Et on salue encore une fois les internautes qui nous regardent depuis les îles. Et on va continuer avec des retours d'expérience. On va accueillir des chefs locaux dans un instant. Vous restez avec nous ? C'est comme vous voulez. Si vous me gardez, vous m'avez invité. Thierry, vous restez avec nous alors. Ça marche. Eh bien, on va faire une petite place, donc ici, pour nos deux chefs. Je crois qu'on est avec... Je vais laisser la place au chef. C'est vrai ? Oui.
Eh ben, merci en tout cas. Merci, Président. Merci, Chef Thierry, qu'on peut applaudir très fort. Maroulou. Théo du restaurant Marou Marou. Yorana, Théo, bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. On fait comme à la maison. On est dans notre petit salon, comme vous l'avez vu. Alors, Théo, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants? Qu'est-ce que tu fais au Marou Marou? Je suis le chef propriétaire du restaurant Marou Marou. C'est un petit bistrot du coin qui est pas très loin de la présidence et bon, on cuisine un peu. On cuisine un peu. Alors, l'idée, c'est de partager ton expérience, de partager aussi ta feuille de route. Comment tu en es arrivé jusqu'ici? Quelles ont été les étapes? On a en face de nous de futurs étudiants, peut-être de futurs chefs de cuisine. Comment ça s'est passé pour toi? Et après, je vous laisserai discuter entre chefs. Pour moi, c'est un peu arrivé par hasard. C'était une nécessité au départ. En fait, je faisais mes études à Toulouse. J'étais en physique à l'université Toulouse 3. Je ne voulais pas continuer dedans. À un moment donné, il fallait trouver un métier. Et de la physique, tu es parti sur la chimie alors? Non, en fait, comme je voulais rester un peu en France, du coup, il fallait bien ramener du pain à la maison, quoi. D'accord, donc tu as trouvé un job d'étudiant, c'est ça? Non, en fait, je voulais arrêter les études. Ok. Et j'ai demandé aux copains de copains de classe quel métier embaucher. Moi, j'étais un jeune perdu qui faisait des études, mais qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Vous verrez, ça peut arriver, ça. J'ai fait un parcours, mes parents ont voulu que je fasse un parcours en lycée général. J'ai fait un bac S. D'accord, bac scientifique donc. Voilà, j'étais au lycée. Ok. Ils m'ont payé les études pour aller en métropole. Alors là, on est à Toulouse, tu arrêtes les études de physique, tu te demandes quel métier on pourrait faire, et alors comment tu arrives à la cuisine? Parce que en fait, je demandais aux copains de classe quel est le métier qui embauchait le plus facilement. Comme je ne savais pas quoi faire de ma vie, je voulais juste un métier qui gagnait de l'argent, quoi, où je pouvais avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre. D'accord. Du coup, ils m'ont dit, et c'est la restauration, ils ont toujours besoin de bras. C'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est vrai. Ils ont toujours besoin de bras, pas besoin d'avoir un CV. Ils ont toujours besoin de quelqu'un pour travailler déjà. D'accord. Bon, ok. Donc alors à ce moment-là, tu as postulé pour avoir un emploi? Voilà. Moi, j'avais postulé en tant que plongeur parce que j'étais bien conscient que j'avais aucune notion de... C'est souvent la porte d'entrée aussi. Quand on veut apprendre la cuisine, on passe par la plonge et après, on devient commis, c'est ça? En tout cas, c'était le cas pour moi. Okay. Moi, je n'avais aucune intention, par contre, de faire réellement de la cuisine. C'était vraiment un truc alimentaire. D'accord, pour gagner de l'argent. Hein. Voilà, c'était vraiment pour gagner sa vie. Et la chose extraordinaire qui s'est passée, par contre, le premier jour où j'étais à la plonge, je me suis dit, quand j'ai vu toute cette effervescence en cuisine, la manière de travailler, toute l'intensité qu'il y avait en cuisine, ça m'a beaucoup plu. Et ce jour-là, par contre, ce qui était extraordinaire pour moi, j'ai su que c'est ce métier que je voulais faire. Du coup, j'ai été passé d'un jeune perdu à un jeune qui sait quoi faire de sa vie et qui se réveille tous les jours en sachant que je vais faire cuisinier toute ma vie. Depuis, j'ai jamais changé d'avis. Et c'est devenu extraordinaire. Enfin, ce jour-là, c'est devenu quand même un jour assez extraordinaire. D'accord. Où je me suis dit, je sais ce que je veux faire et je vais y arriver. Voilà. Et quand tu regardais cette brigade travailler, c'est là que tu voulais être. C'était plus en face de l'évier à la plonge batterie, c'était vraiment d'être en cuisine. C'est ça. Je me suis dit, je suis un jeune. Moi, je viens de Taha. Hein. D'accord. On les salue parce qu'on a peut-être des internautes des Raromatei, c'est sûr, et peut-être de Taha et aussi. D'un endroit où l'électricité est arrivée qu'en 2008. Tu vois, j'ai été parti en France en 2005, en 2007. Il n'y avait pas encore l'électricité. Quand tu es revenu, il y avait de la lumière à Taha. Après, il y avait les lampadaires et tout. À l'époque, c'était au Mori Arho et Mori Pamu, tout ça. Et je suis passé d'un jeune qui est perdu en métropole à un jeune qui sait quoi faire de sa vie. D'accord. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir ce que tu vas faire de ta vie jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Et t'en étais sûr, et d'ailleurs t'en es un petit peu ému, parce qu'encore aujourd'hui, on sent la passion en toi. Hein. Alors comment on part de « Ok, je sais ce que je veux faire » à « Je suis chef d'un restaurant en ville à Papeete ». En fait, l'idée, rapidement. J'étais en France, dans le pays de la gastronomie, qui est reconnu à l'international, où les compétences sont
facile à acquérir par la sueur, on va dire, par le travail. Je suis français de citoyenneté. Autant mieux profiter d'être en France, dans le plus grand pays de cuisine du monde, pour acquérir toutes les compétences et essayer de les ramener en Polynésie. D'accord, donc là tu t'es formé? Oui, j'ai fait plusieurs restaurants. D'accord, donc en fait, plusieurs types de restaurants. Oui, pardon, ouais. Et pour un peu compléter la formation sur, on va dire, je fais du fast-food, du bistrot, un peu de gastro, de la brasserie, enfin, à peu près tous les types de restaurants qu'ils proposent en métropole. Et l'idée, c'était vraiment d'acquérir une grosse expérience afin de pouvoir la ramener ici et pouvoir peut-être à terme... Tu allais chercher le savoir-faire dans l'Hexagone avec en tête de le ramener ici. Oui. Et alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un savoir-faire que tu as pu adapter? Puisqu'on n'a pas les mêmes produits, je suppose que tu n'as pas appris à travailler le houlou, tu n'as pas appris à travailler les produits qu'on a ici. Oui, donc il y a eu un moment donné, tu as ramené le savoir-faire et tu as certainement dû l'adapter. Adapter, ou pas, hein, tu me dis, hein, on est entre nous. Hein. Oui, en fait, on est toujours en phase d'apprentissage. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, en Polynésie, ce que j'ai compris en tout cas de mes grands-parents, c'est que dans l'apprentissage, il y a 4 phases. Il y a la première phase quand tu es enfant, c'est l'observation. Oui. Ils te prennent avec eux, aller au Faapo, des choses comme ça, Copra, c'est l'observation. Tu ne travailles pas vraiment, ils te demandent de faire des petites corvées, mais ce n'est pas réellement du travail. Après, il y a la phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils te donnent des méthodes de travail que tu dois appliquer, que tu dois refaire presque exactement comme ils te le demandent. D'accord, et tu t'entraînes donc. Voilà, c'est la phase où tu es un peu dans l'adolescence et tout. D'accord, et la troisième phase? Là, moi, je suis à la troisième phase, c'est la phase de la pratique. C'est que j'ai plus besoin réellement d'un enseignant. Oui, tu as le bagage technique. J'ai un petit bagage technique, mais c'est à moi maintenant de créer ma propre expérience avec les termes, les bases qu'ils m'ont appris, mais à la développer, à la perfectionner. D'accord. Et donc c'est là que tu commences aussi à laisser parler ton inspiration, puisque tu as les techniques, tu sais comment faire les choses. C'est ça. Puisque la cuisine est un art, tu ne me contrediras pas. Et donc là, c'est l'artiste qui commence à pouvoir s'exprimer. On ne devient pas un grand peintre sans avoir fait un petit peu de peinture avant, forcément. Moi, je me qualifie plutôt comme artisan que comme artiste, mais... D'accord. En tout cas, moi, je suis dans cette troisième phase où... Je suis dans la phase où j'emmagasine de l'expérience. D'accord. Et la quatrième, c'est quoi alors? La quatrième phase, c'est l'enseignement. L'enseignement, la transmission. Quand tu arrives à l'âge de mes grands-parents à l'époque, ouais. C'est à mon tour de prendre des jeunes, de faire passer par l'observation, l'apprentissage. Après, un peu comme chez les compagnons du devoir, ils feront l'expérience eux-mêmes. Et après, de cette expérience, qui ont ajouté aux bases qu'ils ont reçues, de donner leur enseignement. Moi, je suis encore... Chef Max, lui, il est plutôt dans la phase... il va nous le dire. Ne nous emballons pas, mais... Moi, je suis plutôt dans la troisième phase. Thierry, ça te parle, ces 4 phases d'apprentissage jusqu'à la transmission? Non, mais mon jeune confrère a quasiment tout dit. Il a dit l'essentiel. Et l'essentiel est le projet. C'est drôle parce que je faisais une photo de ce catamaran en bois magnifique qui représente la Polynésie. La pirogue, oui. Personne n'est jamais monté sur une pirogue sans savoir où il voulait aller. J'imagine, dans la culture polynésienne. Je suppose, oui. Donc, ce qu'il a évoqué, c'est je faisais des études, mais je n'avais pas de projet. Donc, comme j'étais bon élève, et moi, c'est tout le contraire. J'ai fait des études, très, très modestement. Je suis allé à l'école parce que ma grand-mère me disait que si je savais lire et écrire, les autres ne me voleraient pas. Donc je suis allé rançonner l'État français pour me défendre finalement contre une société et pour exister dans une société. Donc c'était un premier projet. D'accord. Après, dans tout ce qu'il a encore une fois évoqué sur l'apprentissage est complètement juste et on a vécu sensiblement les mêmes choses. Observe et tais-toi,
C'est la première phase de l'apprentissage. Observe, regarde, apprends. Deuxième phase, observe et tais-toi, apprends et comprends. Je vais te donner des éléments pour apprendre. C'est ce que font vos professeurs, ce que font vos maîtres d'apprentissage. Et ensuite, tu pourras passer, observe et toi, apprends et comprends. Ensuite, tu pourras innover. Innover pour ta vie, reprendre des projets, essayer ça. Et finalement, c'est 3 temps que dès la petite enfance, l'adolescence et l'âge adulte, nous ne devrions jamais perdre. Quel est mon projet ? Et moi, j'admire ces enfants qui très tôt vont comprendre que l'école, c'est essentiel pour apprendre des bases dont on va avoir besoin pour construire. C'est l'observation, l'apprentissage, et ensuite devenir des hommes et des femmes libres de voyager, de se déplacer et d'avoir un projet de métier et un projet épanouissant. Et je pense que si nous croisons nos apprentissages, tout à chacun, âge adulte, eh bien finalement, ceux qui vont s'épanouir, ceux qui vont rentrer dans une phase de réussite, quand j'entends réussite, d'épanouissement, de ce qui vous rend heureux, eh bien c'est parce qu'à chaque fois, ils sont en capacité de mettre un projet, comme le faisait un marin, d'avoir un cap. Et ça vous aide beaucoup dans la vie. Sinon, le risque, c'est d'être un hamster. Je ne sais pas si on connaît les hamsters dans leur roue, ouais. En Polynésie, mais on tourne dans une roue comme ça et on produit une énergie qui n'est pas une énergie positive parce qu'on ne produit pas grand-chose finalement. D'accord. Alors, on était donc, toi, si tu as eu ton tout premier projet, il a été soufflé par ta grand-mère. Exactement. Qui te disait, si tu sais lire, si tu sais écrire, on ne te volera pas. Exactement. Ça a été... ma grand-mère m'a expliqué qu'il fallait avoir un cap, donc apprends à lire et à écrire et à compter. Oui. Voilà, premier projet, j'ai obtenu ça. Et puis après, il y a eu le sport qui m'a donné un autre cadre éducationnel. Qui m'a dit, bon, je ne suis pas très bon pour faire des études supérieures, mais le sport va m'apprendre à apprendre autrement. Ça a été presque mon pré-apprentissage de vie. Je ne comprenais pas apprendre pour faire. Je ne pouvais pas monter dans des très hautes études. Oui. Mais finalement, le sport me dit, non, t'inquiète pas. Il y a une autre méthode pour apprendre, c'est faire pour apprendre. Faire pour apprendre. Donc, donner du sens à ce que tu apprends, c'est peut-être plus facile. Et finalement, ce cap-là, je l'ai retrouvé après dans l'apprentissage métier, où on me disait, non, apprendre un métier, c'est devenir un homme libre, un ouvrier qualifié. Et les compagnons des devoirs me disaient, on est l'élite du monde ouvrier. Moi, ça me plaisait beaucoup de devenir l'élite. Et dans le faire pour apprendre, il me faisait découvrir que, attention, c'est plaisant d'apprendre un métier, mais il va falloir aussi avoir de la culture générale, envie de voyager, etc. etc. Oui, il y a plein de choses qui gravitent autour de ce métier. Voilà, donc ces cadres qu'on appelle cadres éducationnels, qui ressemblent toujours finalement à une école, vont nous permettre de comprendre qu'on peut apprendre pour faire ou faire pour apprendre. Et l'apprentissage d'un artisanat, on est obligé d'apprendre à construire une maison, à faire des gâteaux, à faire de la cuisine, et qu'il nous faut des gestes qu'il faut apprendre et comprendre. Et on revient à la même explication de tout à l'heure. Et que tout ça, au final, vous rend très heureux. Oui. Mais, or que si quelqu'un vient vous dire « il faut que tu travailles », ça ne vous rendra pas heureux. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire et que le travail devient un moyen pour vous épanouir socialement. Alors c'est des mots qui peuvent paraître un peu compliqués pour ces jeunes gens, mais qu'ils ne perdent jamais de vue, la direction, le cap de ce qu'ils veulent faire, et deux, que ça les rende heureux. Et parce que c'est là où ils feront l'effort de se dire « je veux être un grand cuisinier, je veux être un grand pâtissier, je veux être un grand charpentier, peu importe ce que je veux faire, je veux que ça me rende heureux ». Mais si vous laissez les autres décider à votre place, ça devient compliqué, la vie. Et c'est ce qu'on a pu voir sur le témoignage du chef Théo, qui était perdu et qui d'un coup s'est trouvé et a trouvé comment il allait pouvoir être heureux. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Mais c'est la plus jolie explication qu'il pouvait donner. Bon élève, l'audace de voyager et se dire, j'ai une boussole, comme un marin, mais je ne sais pas où aller. C'est ça. C'est ça. Donc, bon, je observe, je m'arrête, je regarde. Et un jour, quelle direction je prends?
Et finalement, quand vous êtes positif, quand vous êtes heureux de prendre ce temps et cette attitude, vous trouvez un cap, une direction à la journée, à la semaine, au mois. Il rentre, il fait une première journée à la plonge, ce qui est le niveau de compétence la plus basse dans ces métiers. Ils se disent, ça, c'est pas pour moi durablement, mais ça, c'est durable moi parce que ça me passionne. Je vois l'émulation, l'attractivité d'une valeur métier et d'une valeur d'épanouissement, et je vais suivre le chemin. Mais c'est tous ces mécanismes qui sont des mécanismes un peu sentimentaux, mais il faut jamais oublier que si vous faites votre cap, si vous faites vos choix vous-même, ça vous rendra heureux. C'est ça qui est le plus important. Ça, c'est le message. Si vous faites vos choix vous-même, c'est cela qui va vous rendre heureux. Il nous reste un tout petit temps pour vous faire réagir. Si éventuellement vous avez des questions, je crois qu'on va passer avec des micros. La première qui est compliquée. La première est toujours compliquée. Alors, je vais peut-être la poser, moi, chef Thierry. On parlait de construire des maisons, faire des gâteaux. Dans ton cas, dans ta vie, pourquoi ça a été plus faire des gâteaux que construire des maisons ? Parce que je regardais le monde de la pâtisserie, pas au travers de la pâtisserie, mais au travers du dessin. Moi, je voulais faire des gros gâteaux. Des gros gâteaux qui ressemblent à des bateaux, qui ressemblent à des gâteaux de mariage. Et c'était pas du tout ce que j'ai fait au départ. J'ai travaillé dans une très belle pâtisserie à l'époque. On est en 1975, donc ça ne parle plus à personne ici. Mais bon, on est en 1975 et je rencontre un chef merveilleux, Pascal Niot, et qui lui aussi est passionné de pâtisserie. Il est meilleur ouvrier de France, mais il est aussi passionné de dessin et des beaux-arts. Donc, il va flirter en permanence entre l'art et l'artisanat et l'art. Donc, la maîtrise du geste, la maîtrise du feu, finalement, la cuisson, et la maîtrise du temps, mais il bascule très souvent dans l'apprentissage des couleurs. Et donc, l'univers de la pâtisserie, qui est très codé, finalement, très, très pharmacopée, il faut tout peser. Mais il y a ce côté artistique qui me plaît bien. D'accord. Et du coup, je vais œuvrer comme apprenti pâtissier, puis ensuite ouvrier pâtissier. Et ça me rend très heureux parce que j'apprends énormément avec tous les chefs que je vais rencontrer. Mais le premier à m'avoir mis un petit peu sur cet état d'esprit, c'était Pascal Niot. Et je suis resté dans l'univers de la pâtisserie. Et bien plus tard, je suis passé dans l'univers de la cuisine pour élargir les choix, parce qu'en pâtisserie, vous allez travailler avec des fruits, vous allez travailler avec du sucre, des œufs, vous allez travailler avec des œufs et du beurre. D'ailleurs, en Australie, le monde de la cuisine, j'ai découvert une multitude de produits et surtout une multitude de cultures. Oui. Vous voyez, je suis arrivé en Polynésie et la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de faire une cartographie des produits et une cartographie de la façon dont les aînés ont travaillé ces produits. C'est ça qui me permet aujourd'hui de regarder un peu cette culture polynésienne. Et je trouvais que la cuisine m'ouvrait plus largement sur le monde que la pâtisserie. La cuisine ouvre sur le monde. Oui, parce qu'elle ouvre sur les hommes, au sens large du terme, les hommes et les femmes. Elle ouvre sur des cultures. Oui. Et que la cuisine française, qu'elle le veuille ou non, est une hybridation d'énormément d'autres cuisines qui font qu'elle ait pu, à un moment donné, se promotionner comme ça au travers la planète. Mais il ne faut pas qu'elle oublie que très souvent, ça a été une hybridation entre une cuisine de l'Est et du Nord, et une cuisine du Sud et une cuisine du Pacifique, parce que nous avions une connaissance assez large avec nos navigateurs de ce qui s'était peut-être passé ou fait dans le Pacifique. Donc ces hybridations de la cuisine vous permettent quand même, au travers de vos ingrédients et de vos casseroles, de voyager quotidiennement. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, on va peut-être pas avoir le temps. Il y avait des questions vraiment, des questions importantes, hein. Pas qu'est-ce qu'on mange à midi. Il y a un bras là-bas, okay. Je crois. Voilà. Allez, on va en prendre une très rapidement, en 10 secondes. C'est le challenge. Qui t'a inspiré? Alors, on a tous un mentor, c'est vrai. Alors, qui m'a inspiré? Je crois aux mentors, c'est vrai, mais je crois aux hommes et aux femmes qui vous donnent votre chance. Donc, il y a énormément de gens qui ont pu m'inspirer dans la littérature, dans mon métier. Et puis, les gens qui m'ont le plus inspiré,
c'est ceux qui donnent la chance aux autres. Et moi, il y a un monsieur qui m'a donné ma chance, qui s'appelle Claude Deligne. Il y a un monsieur qui m'a donné ma chance, qui s'appelle Joël Robuchon, et qui m'a donné ma chance, pas sur ce que j'avais déjà fait, mais parce que je n'avais déjà jamais rien fait. Et ça, c'était fort. Donc, c'est des gens qui continuent à m'inspirer pour que moi aussi, à mon tour, je puisse donner la chance aux autres, qui des fois n'ont pas eu les mêmes rencontres que j'ai pu avoir. On a répondu à ta question. C'est parfait. Alors pour nos internautes, on va se quitter quelques instants, mais restez avec nous. Le direct va revenir d'ici quelques minutes. Et puis nous, on va continuer. En tout cas, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et remercier le chef Thierry Marx et le chef Théo pour le témoignage. Tu pars en cuisine aujourd'hui? Oui. Ça bosse à midi? Oui, ça bosse. C'est quoi les suggestions au barou? On a... Allez sur la page Facebook. Ça marche. Pardon, merci beaucoup. Ah bah voilà, nous voilà de retour ici à la présidence pour ce premier TKI 2024. Et eh bien, c'est l'instant magique qu'on va avoir tout de suite. On a l'honneur, après avoir partagé ce premier moment avec le chef Thierry Marx, avec qui on a pu échanger, eh bien, on a l'honneur aussi d'avoir Raphaël Aumont avec nous. Il est juste derrière moi. Raphaël Aumont, c'est un chimiste. Ouais, hein, Il arrive tout droit de Poudlard. Voilà, peut-être. Et on va voir ensemble... Alors, ce que tu proposes, donc, cette belle alliance entre la physique, hein, qui était... Oui, c'est ça, en dada. fait. Et c'est ce qu'a dit Thierry, en fait, c'est notre point commun, et c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit. Et en fait, quand on cuisine, je ne sais pas si vous cuisinez un petit peu avec vos parents. Il y en a qui cuisinent. Est-ce qu'il y en a qui cuisinent? On peut lever la main pour voir. Ça bah va voilà. quand même, hein. Et ben en fait, si vous cuisez un œuf, tout simplement, si vous cuisez du poulet, si vous cuisez du poisson, eh ben vous vous rendez compte que la texture change, la couleur change, les odeurs changent. Et pourquoi ça change? Parce que ça se transforme. Il y a des Et réactions chimiques. la matière, c'est des transformations chimiques, exactement. D'accord. Il faut l'accepter, en fait. Hein. Vous faites Oui. une mayonnaise, vous faites ce qu'on appelle une émulsion. Émulsion, c'est pas un gros mot, mais voilà. L'émulsion, c'est de mettre de l'air dans la matière. Alors non, ça c'est foisonnement, mais Pardon, c'est pas grave. excuse-moi. C'est pas grave. Mais une mayonnaise, par exemple, c'est de l'huile et de l'eau. L'eau, elle vient du jaune d'œuf. Ça réussit à se mélanger Oui. grâce à une molécule qui est dans le jaune d'œuf, qu'on D'accord. appelle un tensioactif. Donc il y a de la chimie partout. Et alors ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que si on comprend ce qu'on fait, parce que c'est ça, on a entendu les deux grands chefs tout à l'heure parler Oui. de passion, de connaissance du produit. Mhm. Bah oui, comprendre ce que c'est qu'un œuf, comprendre ce que c'est qu'une tomate, ce que c'est comprendre le taro. Hier, on était dans un champ de taro. Oui. On a remarqué les amidons, il y a plein de choses passionnantes. Donc oui, la cuisine, c'est de la science, il faut l'accepter. Au contraire, c'est un outil. C'est ce qu'on dit souvent avec Thierry, c'est-à-dire que la science, c'est un outil. Vous avez des magnifiques couteaux, etc. Ben, vous avez aussi des connaissances qui peuvent vous permettre d'aller plus vite. Avec un beau couteau, vous coupez mieux. C'est sûr. Avec des connaissances, ben, vous allez peut-être aussi un peu plus vite que vos voisins. D'accord. Donc là, par exemple, je vous ai apporté des choses merveilleuses. C'est juste de l'azote liquide. Alors vous voyez, ce truc-là, ça coule comme de l'eau, mais ça part en vapeur, en fait, Alors, en fumée. pourquoi ça fume? Alors pourquoi ça fume? Parce que c'est du gaz, et on est à moins 196 degrés. Pardon? Moins 196. Moins 196 Donc c'est un degrés. super frigo en fait. Alors, vous voyez ce ballon, on va d'abord commencer par... Thierry parlait de physique. Un D'accord. petit ballon, je le mets dans l'azote. Alors que se passe-t-il? Je ne me brûle pas les doigts normalement. Hop. Vous avez le droit de faire waouh. Ah bah voilà. Alors, vous connaissez le principe d'une montgolfière. Oui. Montgolfière, quand l'air est chaud, la montgolfière prend plus de place, donc ça s'envole. Et bien là, l'air est très très froid, donc ça prend moins de place. C'est le contraire. C'est la température. C'est une anti-montgolfière, si vous voulez. C'est la D'accord. température à l'intérieur. Donc Ouais. on va mettre du froid, donc l'air va se comprimer. Comprimer, se rétracter. Se en fait. rétracter. Exactement, voilà. Et dès qu'on l'enlève du froid et donc la température Ouais. remonte, il va reprendre son Eh ben, c'est volume ça. initial. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va refaire la même chose, mais dedans, vous voyez ici, on a pris un ballon, on a mis du café dedans. Tout Ok. simplement. Bon, et puis on va recommencer. On va tourner le café, on va tourner le ballon comme ça sur lui-même. Le café, ça congèle à quelle température? Vous avez une idée? Zéro. Ouais, j'ai entendu. C'est comme de l'eau en fait. Le hein. café congèle à 0. Donc Bravo. là, ce qui va se passer, c'est que ça va surgeler instantanément le café. D'accord. D'accord? Et donc on va pouvoir faire un glaçon. Alors si vous voulez, même, est-ce que... Ah oui, vous pouvez participer vous aussi après tout. Vous Bien avez envie de sûr. cuisiner? Avec plaisir. Allez, alors on va prendre la casserole dans ces cas-là, si vous voulez cuisiner aussi un petit peu. D'accord. Vous aimez les sorbets? Comment on fait un sorbet ou une crème glacée normalement? Ah, le sorbet.
Vous savez pas? C'est très froid, non, un sorbet, normalement. Bon, alors on va prendre, par exemple, vous avez un jus ici de mangue. Vous voyez, vous pouvez mettre un peu de jus de mangue dedans. Ok. Voilà, très facile. On peut se tutoyer. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ça on n'a pas l'habitude, désolé. Donc tu peux prendre un jus de mangue. On peut prendre coco, vous voyez, c'est vraiment des recettes, vous faites ce que vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Et puis en fait, on va utiliser simplement un fouet. Vous allez voir, ça va être très facile. D'accord, ça c'est Donc le là, fouet. Ça c'est le fouet. Alors on va faire un sorbet instantané. Parce qu'en fait, Instantané. comme on a une source de froid très intense ici, on va pouvoir surgeler instantanément la préparation. Regardez ce... Déjà, on va regarder ce qui se passe là. On va réchauffer un peu ce qui se passe. Alors c'est froid? Alors c'est juste froid comme il faut, mais c'est pas non plus très très froid. Alors là, on y va avec des ciseaux, pourquoi pas. Et ici, alors normalement on fait ça avec un couteau aiguisé, mais on va y arriver avec. Voilà, regardez. On n'a pas fini. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est vous faites de la physique, vous faites de la chimie, des fois il y a des profs de maths, vous dites à quoi ça sert. Eh ben on savait pas à quoi ça sert, et c'est ça qui est merveilleux. Eh ben oui, ça sert. Eh ben ça sert à faire ça, voilà, par exemple. Et là on va continuer, on va faire notre sorbet. Ok. Alors regardez, c'est facile. Vous mélangez. Ça va aller au niveau. On a un fouet, on essaiera de trouver un fouet un peu plus grand. Voilà, Harry Potter, c'est toi en fait. Hein. Ok. Voilà, on regarde un peu ce qui se passe. Gardium Leviosa. Hop là. Une Gardium. Non. Alors on en est où? Ça va congeler là. Donc là, ça surgèle instantanément. L'intérêt de l'azote liquide, c'est quoi? En fait, c'est contrairement à la glace. Vous savez, la glace, des fois, il faut attendre beaucoup de temps, etc. Et ça fait des cristaux qui sont gros, ça fait des paillettes. Et puis, il y a beaucoup de sucre. On met beaucoup de sucre dans la glace pour éviter d'avoir des gros cristaux ou des glaçons. Là, l'intérêt, c'est que vous prenez un jus 100% fruits, donc beaucoup moins de calories aussi, ça c'est très intéressant. Et rien d'autre. Et rien d'autre, parce que finalement, l'azote qu'on est en train de mettre là, ça va s'évaporer et il va rester que le fruit, mais qu'à changer de texture. Et ça, c'est intéressant parce que vous mangez plus sainement aussi. Et vous avez juste transformé le produit. Vous avez changé la texture, mais vous n'avez pas changé le goût initial. Bon, alors, on y est presque là. Encore un tout petit peu. C'est en ébullition. C'est en ébullition, mais c'est exactement le mot. L'ébullition. Pendant ce temps-là, il va me falloir 1 ou 2 personnes volontaires. Il y a des volontaires. Ah, c'est bien ça. Alors, je sais pas, je laisse Ina choisir ou je ne sais pas qui. Pas une émeute non plus, parce que sinon on va pas s'en sortir. On va faire des petites billes. Ina qui choisit. Vous connaissez le bubble tea? Ah, les bubble tea. Eh bien, on va pas faire ça. On va faire mieux que les bubble tea, parce que dans le bubble tea, il y a souvent de l'amidon. Et là, on va reprendre un jus de fraise, comme ça, et on va utiliser directement une encapsulation pour faire comme des petits œufs de poisson. On en est où là? Donc, c'est quasiment bon. Ah, comme là, il fait quand même très très chaud à Tahiti, l'azote liquide galère un petit peu, mais on va s'en sortir. Alors, il me faut 1 ou 2 personnes. Ouais, très bien. Eh ben vas-y, bienvenue. Allez, venez. Alors, et puis tu auras la chance de manger un sorbet. Alors viens, approche-toi. Ça y est, ça durcit un peu. Ça y est. Hein. Alors, tu t'appelles comment? Parfait. Allez, ben, viens, je t'en prie. Donc, on est avec le Herman. principe est très simple. Voilà, des pipettes. Tu vas jouer au petit chimiste, d'accord? Alors, ce qu'on a fait, on a pris un jus de fraise, d'accord? Mais on peut prendre pareil ce que vous voulez. Dedans, on a mis des algues. Ah bah voilà, bienvenue. Allez, allez-y les deux. Hop. Alors ça, c'est du jus de fraise? Du jus de fraise, et dans lequel on a mis un petit peu d'algues. Vous savez, les algues, en fait, c'est passionnant parce que... Ah, ça marchait. Ah, voilà, sorbet, regardez. Sorbet mangue. Sorbet mangue. Et on a des cuillères, donc vous allez avoir la chance de les manger, vous. Tiens. Ah bah, bien sûr, tu peux goûter. Si ça sert... Ouais. Si, faut pas... Là, si on goûte pas, ça sert à rien, ce métier, non. dans ces cas-là. On fait que de la fumée. Hein, donc fais attention, parce que c'est bon. Hein. Qui veut goûter? Ah bah oui, bien sûr. Là, ça va créer des frustrations. Je vais venir vous voir alors, avec quelques cuillères. C'est pas mal, hein, la texture. T'as vu, c'est très fin, soyeux. Il n'y a pas de sucre. Pas de sucre ajouté, tu vois. Parce que quand tu manges une glace industrielle, tu manges des fois 30% de sucre. Donc là, c'est quand même mieux. Alors, on en revient à nos petites billes. Très important. Les petites billes, c'est comme des petits œufs de poisson. On a utilisé des algues. Les algues, vous savez, c'est ça. Par exemple, ça. Ça, c'est un truc merveilleux. Ça, ce sont des algues. Je vous invite vraiment à découvrir le monde des algues parce qu'il y a plein de choses à faire là-dedans, aussi bien pour les emballages, pour les... par exemple, avec des algues, on a fait avec Thierry, justement, on parlait du centre à Orsay. On a pris la peau des fèves de cacao. Vous savez, c'est souvent jeté à tort. Ah oui. Et bien là, on a récupéré ça, on a mélangé dans des algues et... Vous voyez, on fait des nouveaux matériaux. Ça peut être aussi comme du bois, enfin, des choses comme ça.
Donc on utilise des algues, c'est D'accord. comme du plastique. On les a mis dans le sirop de fraise. Et puis maintenant vous allez faire, vous avez 2 pipettes je crois. T'en as une aussi? Non? Ouais, parfait. Donc vous allez aspirer. Je vous laisse découvrir, ça va être filmé en plus, vous allez voir. Donc tu appuies bien fort. Appuie, aspire. Ouais, vas-y, une fois. C'est bon. Et après tu vas faire tomber au goutte à goutte dedans. Alors ça c'est de l'eau riche en calcium. Alors regarde ce qui se passe. T'as vu? Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez pouvoir vous approcher. Tiens, regarde, tu vois, t'appuies comme ça. Vas-y, tiens. Et on va faire... Ah oui, là, c'est les... Ouais, c'est ça. C'est qu'on fait des animations, après, plus personne n'écoute. Ça, c'est intéressant. Et regarde, tu vois, alors vas-y, un peu moins haut. Et là, tu peux faire... Hop. Vous avez vu ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu peux raconter un peu. Qu'est-ce que vous voyez, là? Pour ceux qui ne voient pas bien. Une bille. Regarde, on va aller à la pêche. C'est comme, voilà, vous voyez ça? On va peut-être l'attraper. Vous voyez, on a encapsulé, on a réussi à prendre du liquide comme ça et créer une petite poche de saveur. Ça peut éclater en bouche. Alors après, les chefs, ils peuvent s'approprier cette technique. Alors, c'est pas bubble tea, ça, parce que bubble tea, c'est souvent du tapioca. Ça, c'est que de la fraise. Donc, on peut prendre ça dans une mousse au chocolat, par exemple, faire des petites billes comme ça de fruits de la passion. Vous voyez, on peut s'amuser à créer des choses pour des cocktails avec ou sans alcool. Et alors, là encore, le côté recyclage, développement durable, eh ben, on peut utiliser tous ces plastiques pour faire des nouveaux matériaux. Vous voyez, donc il y a un côté aussi, il y a un côté qui est moins ludique presque, hein, qui est plus matériaux. Alors là ça aussi, c'est du... Alors ça, c'est pareil, c'est la même algue comme ça qui a séché avec du son de blé. Ok. Voilà, et on fait des sortes d'assiettes. Et puis là, vous savez, les plastiques, tous les emballages, le polystyrène par exemple qui est là, ça, tu sais combien de temps ça met à se décomposer dans la terre? 1000 ans. 1000 ans, eh ben, il a pas mal, 1400. 1400 ans. 1400 ans. Donc Donc quand vous jetez biodégrader ça à la poubelle, ça met 1400 ans à se décomposer si vous balancez ça sans faire attention. Ouais. Alors que les algues, vous voyez ce truc-là, on a réussi à le recomposer au laboratoire, on a un brevet là-dessus. Oui, et ça ressemble... ça ressemble beaucoup, et là on met que 4-5 jours. Voilà, donc c'est des vraies alternatives. Donc ça veut dire quoi? Mon métier finalement, vous voyez, c'est ça qui est passionnant, c'est comprendre ce qui se passe, regarder, observer, être curieux, ça c'est le plus important franchement, et partir un peu dans explorer, c'est ce qu'ont dit les chefs tout à l'heure. Vous vous amusez, vous explorez, vous apprenez toujours par les rencontres, et à partir de là, vous allez vous amuser. Vous avez le droit de goûter, hein. Cap ou pas cap? Allez, vous pouvez goûter. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette petite démonstration. On peut applaudir Raphaël de Aumont. fumée. Voilà, hop, coup du spectacle. Voilà. Alors, soyez curieux, amusez-vous. C'est le plus l'azote, faut important. pas rigoler avec ça. Hein. Non, on rigole pas, regardez, on rigole pas C'est-à-dire du que tout, non. si on met la main dedans, la main... Alors, il faut pas faire ça. Voilà, ça c'est Voilà. pas Ça, c'est bien. Voilà, ça. Non, il faut faire très attention, effectivement, parce que c'est moins 196 degrés. Moins 196 Voilà. degrés. Mais c'est comme à la limite, si vous prenez une friteuse à 180 degrés, vous n'allez pas vous amuser en salle, à rentrer dans la salle et à balancer des frites chaudes comme ça qui sortent de la friture. Ouais. Ben là, c'est pareil, on ne fait pas ça, on ne prend pas l'azote et on ne fait pas des Non. meringues comme ça, comme on voit parfois. On prend juste Voilà. la louche et puis C'est on ça. t'a vu, Pour on faire t'a un vu, peu de Raphaël. Mais c'est juste pour le petit show là. Voilà. D'accord. Après. Oui, non, Et vous avez vu ça, c'est quand même joli. Les petits œufs Magnifique. de poisson là. Moi, je vais goûter. Hein, vous pouvez goûter. Très bon. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Je suis là de toute façon, donc on peut passer encore. Hein. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Ça éclate en bouche, c'est rigolo. un régal. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci à vous aussi, Zirman. Merci. Et on va pouvoir clôturer donc cette phase un peu magique. Et comme quoi, vous le voyez, eh bien, avec ces réactions, on peut faire de très jolies choses, très bonnes aussi. Et encore un grand merci, Merci à beaucoup. Raphaël Aumont pour cette belle Merci. démonstration. On va clôturer cette séquence et se retrouver, chers amis internautes, dans quelques instants pour la suite du programme de cette première journée TechEye. Restez avec nous. Merci à vous. Et bien voilà, chers amis internautes, on est de retour ici sous le chapiteau de la présidence pour cette première édition TechEye 2024. Et eh bien, vous avez vu nos deux premières séquences. On va passer ici avec une artiste. C'est comme ça que tu as été présenté. Et bien, une artiste qui fait de l'art. Ou de la cuisine. Ou de la cuisine, ou les deux, mon capitaine. C'est bien ça. Exactement. D'accord. Alors, je crois qu'on a une petite vidéo de présentation. Ou... Non, on va Pas du partir tout direct. On y va direct. Tous les chemins mènent à la cuisine. Moi, c'est la N'est-ce photo. pas C'est pas la cuisine qui m'a amené à la photo,
mais c'est la photographie qui m'a amené à la cuisine. Donc, comme l'a dit Thierry Marx, je suis photographe. Moi, dès le début, je savais que les mots étaient un peu compliqués à l'école. J'ai passé plus de temps. À l'époque, on me mettait sous le bureau de la prof parce que j'étais pas sage, jusqu'au jour où je l'ai mordu. Bon, mais ça ne m'a pas empêché. T'as mordu le mollet de la prof? Eh ben oui, on m'a traité comme un chien. Bah, donc finalement, tu finis par mordre. Okay. Voilà. Donc moi, ça a été plus vite facile avec les images qu'avec les mots. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photographie et j'ai toujours voulu être photographe. Donc j'ai été reporter, j'ai fait pas mal de choses. Après, on m'a demandé si je voulais faire des films. Et en fait, j'ai poussé les murs toute ma vie en fonction de mes désirs, de ma curiosité et des projets que j'avais. Donc voilà, donc je suis photographe. D'accord. Et pour des grands chefs comme Thierry Marx, je construis des univers. Et il y a beaucoup de métiers à partir de l'image qui entourent la cuisine et qui paraissent importants, puisque le chef a un savoir-faire, il y a un faire-savoir ensuite, qui est ce que moi je sais faire, c'est faire savoir ce que font les chefs. Donc voilà, alors, on m'a expliqué comment ça marchait. Voilà, ça vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un homard. Homard, langouste. Et ça, on le reconnaît bien. Donc moi, mon travail, c'est de sublimer et d'amener un univers à un chef. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça, c'est toujours un homard. Mais c'est un homard qui est travaillé à l'américaine. Et donc, on le reconnaît comme ça. Et ça, c'est des petites crevettes. Wow. Donc, on va s'amuser aujourd'hui à sortir du cadre, à imaginer des choses qui ne ressemblent pas forcément à ce que c'est. À gauche, un petit salé aux lentilles, classique. Pardon, à droite. À droite, un petit salé aux lentilles, bien rangé. Et à gauche, ben, ça ferait presque une œuvre d'art. On peut presque le mettre, c'est exactement la même recette, mais présentée autrement. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Et ça? Et ça? C'est une tomate cubique de Thierry Marx. C'est vrai. Voilà comment il travaille sa tomate. Waouh. Et là? Une seule tomate? C'est quoi? Et là? Donc c'est un citron qui est déjà un tout petit peu travaillé artistiquement. Et ça? Ben, ça reste encore du citron. Donc maintenant que vous êtes aguerris, ça c'est quoi? Et ça alors? Vous commencez à être bon, on va pouvoir s'amuser. On fait l'inverse. On va dans l'inverse. Qu'est-ce que c'est? Ah, framboise. C'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Champignon. Bravo. Bravo. Et qu'est-ce que c'est? Ah. Maïs. Non, pas maïs. Regardez bien la forme, regardez bien la forme. Banane, bravo. Banane. C'est aussi une banane. Pomme et kiwi, j'entends. Non. Non. La pomme. C'est pas la pomme. Concombre. On est au centre du concombre. Allez, ça continue. La papaye. C'est des petites carottes, c'est des carottes tranchées. Des carottes. Tranchées dans la longueur. Une 8, bravo. C'est le président qui a trouvé. Hein. On dirait une galaxie. Il est plus rapide. Alors voilà ce qu'on peut faire avec la même chose. Wow. Ça, vous allez... Qu'est-ce que c'est? Je voudrais juste vous dire que c'est la même chose à droite et à gauche. C'est le même aliment. Et on va le voir défiler. Des petits poulpes. C'est d'autres façons de voir le poulpe. C'est encore des petits poulpes. Du poulpe qui a morflé dans le pétrole, à gauche. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça permet aussi de raconter des histoires, une photographie. Une photographie, c'est raconter une histoire dans un cadre. Et parfois, c'est raconter une histoire en dehors du cadre. Ici, qu'est-ce qu'on a à gauche? À gauche, c'est une nageoire de poisson. Ah oui.
Et à droite, c'est aussi une nageoire de poisson. Et moi, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est essayer de sortir du cadre. C'est, avec une image, aller bien plus loin que juste une image qu'on regarde. Donc, je bâtis des univers. C'est du gros poisson, là. Hein. Ici, on est dans une cuisine. Et donc, ça m'a permis de breveter, donc d'innover et de construire des univers immersifs avec de la cuisine. La photo qu'on a vue avant, c'est comment le revenir en arrière. Oui, sûrement. Cette photo-là, que vous voyez là, eh ben, vous la retrouvez au fond d'une piscine. C'est juste pour vous montrer que les limites ne sont posées que par votre imagination. Toujours. Donc j'avais envie de vous poser un petit truc comme ça. C'est comment relier les 9 points avec seulement 4 segments de droite sans lever ton crayon de la feuille. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir du cadre, par exemple? Est-ce qu'il ne faut pas sortir du cadre? Mais est-ce que dans la vie, il faut aussi sortir du cadre? Mais attention, il faut comprendre le cadre pour en sortir. Il faut l'accepter pour pouvoir en comprendre. Pour relier les points, il faut sortir du cadre. Et souvent, pour aller droit à l'objectif, il faut sortir du cadre. Il faut regarder plus large, dans d'autres compétences, s'entourer différemment. Oui, sortir du cadre, ça ne veut pas dire faire des bêtises. Hein. Bah, désobéir, ça fait partie de sortir du cadre. Pardon, hein, mais moi, j'ai pas été bonne à l'école et je suis sortie du cadre parce que j'avais un projet, parce que je voulais être photographe. Donc, ce que je vous propose de faire dans l'atelier, ça s'appelle les monstres dans l'assiette. Wow. Ce sont 2 monstres. À gauche, il y a Grassouille. Donc, Grassouille, c'est le roi de la malbouffe. Ah oui, du chewing-gum, oui. Du chocolat, de la glace. Il surfe sur des cornets de glace. Il y a des nuggets en étoiles. C'est les étoiles qui s'alignent, mais un peu en mauvaise. Et à droite, c'est son amoureuse, elle s'appelle Vaperette. Alors elle a quand même des chaussures en radis. Elle mange bien. Donc ce que je vous propose dans les ateliers, c'est de sortir du cadre et de construire ensemble des petits monstres avec les bons et les mauvais aliments. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser puisque tu vas mener cet atelier. Ouais, pas toute seule. Oui. Je suis extrêmement bien accompagnée parce que c'est ça aussi la vie, c'est s'accompagner avec des gens formidables qui sont les jeunes qui sont dans l'école hôtelière et aussi encadrés par leurs profs et que je dois remercier parce qu'ils ont œuvré pour que cet atelier se passe bien jusqu'à 11h hier soir. Donc merci à eux, merci à vous tous. Eh ben, merci à toi d'être venu nous voir de si loin. On va donc te retrouver en atelier. Merci de l'applaudir encore Mathilde, s'il vous plaît. Merci. Bravo. Voilà, chers amis internautes, bienvenue si vous nous rejoignez. On va clôturer cette séquence avant de passer à la prochaine. On va aller se retrouver en immersion dans les ateliers. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Et puis, on se retrouve donc tout de suite. Restez avec nous. On est de retour, chers amis internautes, ici pour cette première journée TKI et on est en atelier et je vais vous présenter Agnès. Alors Agnès, elle est professeure au lycée hôtelier d'économie et de gestion, enseignante donc, mais aussi tu vas nous expliquer une nouvelle filière qui débarque et qui est très intéressante et tu vas pouvoir nous la présenter Agnès. On y va ? Très bien, c'est parfait. Donc je vais vous présenter la filière sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Cette filière est un bac technologique qui prépare nos élèves à la poursuite d'études en BTS, métier de management de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, ça va ouvrir sur quel type de métier de faire cette formation ? Alors, nous formons nos élèves à la cuisine, au service, à l'hôtellerie, l'hébergement. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent à terme des managers de ces métiers-là. L'objectif de cette filière n'est pas l'insertion directe professionnelle, mais la poursuite d'études vers le BTS MHR. Alors, tu veux dire que quand on rentre dans cette filière, quand on a son bac, on va pouvoir déboucher sur d'autres études, comme un BTS par exemple ? Exactement, c'est le BTS, Management de l'hôtellerie et de la restauration, qui permet à terme d'occuper des postes de manager. Ça veut dire qu'avec un bac plus 2, donc 2 ans après le bac, avec un BTS en poche, on peut manager des équipes, on peut devenir chef de partie par exemple en cuisine, c'est ça ? C'est exactement ça. De la même chose, on peut être aussi responsable d'une équipe d'hébergement
dans un hôtel. D'accord, ou chef de salle dans un restaurant, ou manager d'un restaurant. Alors on va apprendre aussi des notions de gestion ou il va falloir attendre le BTS pour ça? Non, dès la seconde en STHR, nous formons nos élèves à la technique de gestion pour une entreprise du secteur de l'hôtellerie de restauration. Il est important effectivement de savoir maîtriser ses coûts d'achat, ses prix de vente, de calculer sa marge et d'être capable de financer son activité. C'est un secteur où il y a un petit peu de mathématiques alors quand on rentre dans la gestion. Hein, et toi en plus c'est ton métier. C'est mon métier, effectivement. Il faut savoir calculer. Quand on parle de mathématiques, c'est addition, soustraction, division, multiplication. On préfère multiplier d'ailleurs. Oui c'est vrai. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. Et c'est le cas d'ailleurs aussi en cuisine. Ça me fait penser à la pâtisserie, qui est un art très précis. La pâtisserie, on est au gramme près. Et là aussi, on est dans les mesures et dans les calculs. Effectivement, d'autant plus en gestion parce que le coût matière qui va nous permettre de déterminer derrière notre prix de vente est particulièrement intéressant et doit être précis. Et il faut savoir compter au gramme, comme tu le dis, concernant la pâtisserie. Tu veux dire que pour pouvoir payer le salaire de l'équipe de cuisine, il faut faire attention quand on achète un produit, comment on va le transformer, combien ça va nous coûter, ça c'est le coût de revient. Et dessus, eh bien, il va falloir mettre sa marge. Et c'est là qu'on va fixer un prix pour avoir une marge et pour pouvoir payer les charges, l'électricité, le loyer et puis les salaires surtout. Exactement, parce que dans nos métiers d'hôtellerie-restauration, le coût matière, c'est-à-dire la matière première est importante, ça va déterminer la qualité de nos productions, mais le coût du personnel est aussi important parce que ce sont des métiers de relations et de savoir-faire. Donc le gros de notre coût de revient est constitué par la matière et le savoir-faire de notre personnel. D'accord, on va apprendre tout ça dans cette nouvelle filière. Tu nous rappelles le nom de la filière ? Alors, c'est Sciences et technologies de l'hôtellerie-restauration à l'école Te Parepare à Punaouia. À Punaouia, au lycée hôtelier. Si on veut plus d'informations, est-ce qu'on peut aller sur Internet? Est-ce qu'on peut aller quelque part pour retrouver ces infos? Nous avons un site Internet, une page Facebook et bien évidemment, vous êtes les bienvenus lors des journées portes ouvertes de notre établissement. On a une date? Pas encore. Bientôt alors? En général en février. Le mieux c'est d'aller sur la page Facebook, vous faites suivre, comme ça dès qu'il y aura des informations, vous serez au courant. Agnès, un grand merci pour ton témoignage. Plaisir. Et puis on te laisse continuer cet atelier parce qu'Agnès, il faut savoir qu'ici pour cette journée Tekai, elle reçoit les étudiants et elle leur explique ce qu'elle vient de nous expliquer à nous. Et donc avec une petite vidéo aussi qui a été réalisée par des élèves. Hein. Tout à fait, ce sont nos élèves de première année qui l'ont réalisée l'année dernière dans le cadre d'un concours Je filme ma formation. Et donc c'est une vidéo qui explique la formation STHR pour l'hôtellerie et la restauration. Agnès, merci beaucoup. Et très bonne journée Tekai. Voilà, chers amis internautes, c'était un plaisir d'être avec vous, de partager ces informations. Où que vous soyez, vous pouvez en savoir un petit peu plus, notamment sur le lycée hôtelier et la filière qui vient d'être présentée. On va se retrouver tout à l'heure, début d'après-midi à 14 h pour un prochain direct. Et 14h30 exactement, soyons précis. Et quant à moi, je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve après la pause déjeuner, chers amis internautes. A tout à l'heure.